Chers téléspectateurs, amoureux des questions liées à la santé, bonsoir. Sur ce nouveau numéro de l'heure de la santé, nous parlerons de l'influence de la pornographie et des médias sur nos attitudes et nos comportements. Vous savez, chers téléspectateurs, à l'heure du numérique où l'accès à des contenus pornographiques est devenu plus facile que jamais, il est donc important de se questionner sur les conséquences de cette exposition massive. Au cours de cette émission, nous tenterons de comprendre les différentes dimensions de cette influence et comment elle façonne nos perceptions. Notre invitée de ce jour est une consultante en santé sexuelle et reproductive. Avec elle, nous allons essayer de mieux comprendre le sujet. Allons à la rencontre de notre invitée. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau sur notre émission L'heure de la santé. Madame Muriel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Augustin. C'était un plaisir de vous avoir sur notre émission. Plaisir partagé. Alors, on aimerait savoir si la pornographie affecte-t-elle les relations intimes dans la vie réelle? Merci beaucoup, Monsieur Augustin. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée également d'être présente sur ce plateau. C'est un plaisir. Je vais entamer en disant que effectivement, à l'aide du numérique où nous sommes, la pornographie est quelque chose de très répandu et très facile d'accès. Et effectivement, ça a des répercussions sur les relations. Dans un premier temps, je vais énumérer la dépendance. Si on est dépendant à la pornographie, déjà le mot dépendance veut dire être tout le temps dessus, être tout le temps en train de visionner ces vidéos-là ou ces photos-là ou ces contenus-là. Donc, quelqu'un qui est tout le temps dessus aura du mal à sortir, à interagir avec les autres, à interagir avec ses amis ou autres, n'aura même pas d'amis, ce qui crée déjà un problème. Il ne pourra pas collaborer. S'il travaille en entreprise plus tard, il ne pourra pas collaborer avec ses confrères. Il y aura toujours... C'est de façon générale. Oui, de façon générale. Alors, et si on doit de façon spécifique aborder les effets potentiels de l'effet, de l'influence que ça a chez les adolescents, parce que généralement, ce sujet affecte beaucoup plus les adolescents. Je ne suis pas en train de dire que les adultes ne font pas face à ça, mais généralement, les ados se laissent beaucoup plus aller. Quel est l'effet potentiel que ça a sur les ados? Oui, le même effet chez les ados. Déjà, un ado qui visionne ces contenus-là ne va pas sortir. Après les cours, peut-être, il s'enferme dans la chambre, toujours c'est ça, toujours c'est ça. Il ne va pas interagir avec ses collègues, il ne va pas interagir avec ses amis et il aura du mal à les supporter. Il sera tout le temps agressif, il sera impatient, il ne sera pas à l'aise parmi eux. Ça, c'est un aspect. Dans un second temps, la dépendance à ces contenus-là fera en sorte qu'il ne pourra pas, dans une relation, il va voir dans ces contenus-là des choses irréelles. Parce que ce qu'on nous présente dans ces contenus-là ne sont pas réels. Pour la plupart, même, c'est des choses que c'est impraticable. Donc, lui, il va prendre ça comme si c'est ça la vie réelle. Il ne pourra pas s'épanouir dans une relation naturelle, normale, dans une relation sexuelle normale. Il va penser qu'il est toujours dans la fiction. Oui, dans la fiction. Et si un enfant déjà tôt, adolescent, a ce modèle-là, il ne pourra pas expérimenter d'autres choses. Pour lui, c'est câblé dans sa tête que c'est comme ça le sexe doit se passer, c'est comme ça les relations doivent se passer. Et il va vouloir faire ça avec d'autres personnes, de sexe opposé qui ne seront pas forcément en accord avec ça. Et c'est de là où les conflits commencent à être déconnectés du monde, même les problèmes mentaux commencent et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça touche même notre santé mentale. Effectivement. Si éventuellement ça donne de façon excessive à ce phénomène-là. Et c'est la même conséquence chez les adultes aussi qui sont dans la vie de couple. Oui, tu as vu, effectivement, c'est les mêmes conséquences. Déjà, il y aura une fissure avec son conjoint. On n'arrivera pas à avoir satisfaction avec les relations qu'on a avec son conjoint. On va trouver que il ne fait pas trop ceci, il ne fait pas trop cela, alors que c'est du fantasme, ce n'est pas du réel. On ne va pas communiquer, on sera enfermé dans notre bulle et une chose entraînant l'autre, le couple va se briser. C'est forcé. Alors, comment les médias influencent-ils les normes de beauté, les attentes en matière de sexualité? Puisque les médias ont une influence réelle sur ce phénomène aujourd'hui qui court
à l'heure du numérique, comme on l'a annoncé Oui, déjà. oui, absolument. Dans les médias actuellement, on voit que déjà chez la femme, on montre un modèle parfait de femme. On dit que la femme parfaite doit avoir les seins comme ça, les fesses comme ça. Une personne qui est un peu potelée comme moi, ce n'est pas le modèle, c'est pas le modèle de symbole de beauté, je vais dire. Donc, même à voir les poupées qu'on offre aux enfants et tout ça, il faut être mince, on dit skinny, on dit tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va influencer l'ado, par exemple, qui regarde ce genre de choses. Dans Pour sa lui, tête, voilà, c'est une norme de voilà, beauté. c'est une norme de beauté. S'il n'est pas, si il ou elle, voilà, n'est pas dans cette norme-là, il va se sentir complexé. Déjà, c'est là où les problèmes mentaux commencent, comme je le disais encore. Il va se sentir, il ne se sent pas à Manque l'aise, d'estime de voire soi. manque d'estime de soi, et voilà quoi. Et il n'est pas à l'aise. Et beaucoup de problèmes commencent Vous comme êtes ça. là en train d'insinuer que les médias contribuent à la propagation des stéréotypes en matière de sexualité. Effectivement, c'est ça. Beaucoup de stéréotypes. Même si on parle du genre, dans les médias, on catégorise les femmes comme étant le sexe faible, comme étant bon, celle qui est émotive, celle qui ne peut pas faire ceci ou cela. Et si l'enfant est déjà mis en face de cela très tôt, c'est ce qu'il va garder dans sa tête. Donc, quand il va rencontrer les femmes, il va vouloir les piétiner, il va vouloir dire je suis l'homme, je suis tel, je suis tel. Et là, bon, les conséquences vont suivre, quoi. Voilà. Selon vous, Madame Muriel, quelles sont les alternatives saines en matière, les alternatives saines à la pornographie pour une sexualité épanouie aujourd'hui? Je pense que déjà, c'est l'éducation sexuelle, déjà, surtout pour les adolescents, il faut déjà très tôt commencer à leur parler. Je clarifie déjà une chose, la sexualité, l'éducation sexuelle, ce n'est pas apprendre à l'enfant à aller au sexe ou autre, mais c'est lui enseigner, de lui faire connaître son corps déjà, les différentes parties de son Les corps, connaissances du corps. voilà, les parties qu'il ne faut pas toucher, comment respecter, se respecter soi-même, respecter les autres, comment communiquer avec les autres, comment respecter le sexe opposé. C'est tout ça là qui englobe l'éducation sexuelle. Donc, commencer cette éducation sexuelle tôt chez l'enfant fera en sorte qu'il sache ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Les comportements à avoir avec le sexe opposé, par exemple, il ne faut pas dénigrer le sexe opposé ou lui dire que sur Internet, il n'y a pas des choses qui soient, tout ce qui est sur Internet n'est pas bon. Tu lui dis ça très tôt pour qu'il ne s'adonne pas à ce qu'il voit sur Internet. Lui dit que, ah, devant une femme, c'est comme ça, il faut se comporter. Devant telle situation, c'est comme ça. Ce n'est pas lui enseigner le sexe, mais l'amener à être respectueux de lui-même, pardon, et respectueux de son prochain. De son sexe, le sexe opposé. Surtout le sexe Alors vous opposé. êtes là en train d'insinuer que les parents doivent se ressourcer et se réadapter à cette nouvelle ère. Oui, voilà. Donc, et pour qu'ils puissent se ressourcer, il faut qu'ils se forment à l'éducation à la santé sexuelle. Voilà. Et pour pouvoir en réalité mieux éduquer les enfants. C'est selon vous les approches que vous promenez dans ce genre de situation. Voilà, et je pense que les gouvernements ont beaucoup à faire dans ce sens-là. Il faut que l'État puisse promouvoir l'éducation sexuelle déjà dans les écoles, maintenant aussi chez les parents. Essayer, c'est vrai que dans nos sociétés, c'est difficile que les parents acceptent quand on dit éducation sexuelle tout de suite, ils sont outrés. Mais il faut qu'on le fasse comprendre, pardon, qu'à l'aide du numérique, maintenant, les informations sont partout. Sur les médias, on a tout et de manière erronée. Donc, il faut que nous, parents, nous puissions enseigner l'essentiel à nos enfants. Même l'État a sorti dernièrement un document sur l'éducation sexuelle par tranche d'âge, de 0 à 8 ans, ce qu'il faut enseigner à l'enfant de 8 à 13 ans. Donc, la mise en œuvre des concepts liés à l'éducation voilà. de la santé sexuelle. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vulgariser, qu'on doit faire parvenir aux parents pour qu'ils sachent quoi dire, parce qu'on ne sait pas souvent quoi dire. Et c'est normal. Alors, comment un parent peut-il savoir si son enfant est accro à la pornographie ou pas? Bon, déjà, c'est un truc qui est mélangé à la puberté. À la puberté, les gens, on aime rester à part, on aime rester dans son coin. Si vous remarquez que votre enfant passe tout son temps dans la chambre, porte fermée en tout cas, il faut être vraiment observateur, je vais dire, observateur. Il reste beaucoup dans la chambre, peut-être son ordinateur ou son portable. Si vous avez accès à ça, vous verrez, c'est pas un truc qui est si caché. Vous verrez qu'il y a des contenus, mais il faut pas
attendre de le remarquer. C'est ce qui est important. Il ne faut pas attendre que l'enfant aille vers, il ne faut pas attendre de le remarquer. Très tôt, il faut commencer à parler avec son enfant. Il dit, peut-être à bas âge, il dit, voilà les seins, voilà les parties intimes. On ne touche pas pour la femme, c'est secret. Voilà. Lui apprendre l'hygiène à avoir. Établir un climat de communication où l'enfant va se sentir libre de vous parler. C'est-à-dire, en fait, les parents doivent développer une relation d'amitié avec les enfants, voilà, pour faciliter le dialogue entre parents et enfants. Et les mettre sur les pistes. Là, s'il a un problème, si ce dialogue-là est établi, s'il a un problème, il viendra vous demander. S'il a une question, papa, j'ai entendu tel, il va vous demander, il ne va pas aller sur Internet, il ne va pas entendre, écouter ses amis. Donc, il est très important qu'on puisse instaurer ce climat-là pour permettre aux enfants de vraiment s'épanouir, de vraiment savoir dans quoi ils sont en train de mettre les pieds. Et pour un adulte qui est déjà en plein dans ça et qui ne se retrouve pas, qui a envie de quitter ce monde-là, comment il doit quelles sont les mesures, les comportements, les attitudes qu'il peut prendre pour éviter ce monde-là? Déjà, pour changer un comportement, c'est un processus, c'est des étapes. Il faut déjà qu'il soit décidé, il faut vraiment qu'il veuille quitter ce niveau-là. Maintenant, il peut en parler, il faut en parler à des spécialistes, des psychologues, il faut en parler. Et même avec son conjoint, il faut en parler. Il dit, voilà, il ne faut pas avoir honte. Parce que pour quitter un comportement, c'est vraiment difficile, pour changer de comportement. Donc, trouver avec le partenaire d'autres moyens de retrouver son plaisir. Parce que ce qu'on cherche dans la pornographie, c'est le plaisir. Donc, trouver avec son conjoint un moyen d'avoir du plaisir autre que ça. Donc, dans la communication, en tout cas, ensemble, certainement, vous allez trouver des idées pour vous sortir de cela. Donc, mais il faut en parler, il ne faut pas rester en soi-même, ça ne va pas marcher. Il faut en parler. Quelles sont les mesures que le gouvernement et les organismes de régulation peuvent prendre pour limiter les effets négatifs de la pornographie et des médias sur la sexualité? Ok, déjà, c'est de réglementer ces contenus-là, parce que c'est tellement facile d'accès sur Internet, c'est tellement facile. Il faut vraiment qu'on puisse réglementer ça, que l'État puisse s'entendre avec ceux qui proposent ce genre de contenu. Bon, on ne va pas dire d'arrêter, parce que c'est déjà là, mais de plus réglementer ça, de plus rendre difficile l'accès, surtout pour les jeunes et adolescents. C'est très important. Et les parents ont un grand rôle à jouer, à eux de contrôler l'accès à Internet de leurs enfants. Il ne faut pas permettre déjà à toi, l'enfant, d'avoir un téléphone, d'accord, mais accéder à Internet, pouvoir faire tout ce qu'il veut dessus. Il faut que les parents puissent réglementer cela, il faut que les parents puissent suivre ça. Voilà, c'est pas être le gendarme, mais déjà régulariser ça. Le téléphone de telle heure à telle heure. Il y a des trucs de contrôle parental et tout ça. On peut mettre sur le téléphone pour réglementer ça. Cela n'est possible qu'en prenant le dialogue parent-enfant. Voilà, c'est même la base pour ce fléau. Pour ce fléau-là, c'est la base. Tout ce qui tourne autour de la sexualité des adolescents et jeunes, le fondement pour résoudre ces problèmes, c'est le dialogue parent-enfant. C'est très important parce que les adolescents, on cherche, on ne sait pas, on cherche, on veut découvrir, on veut se découvrir. Mais où est-ce que je découvre ça? C'est chez les parents normalement. Maintenant, si les parents se referment, bon, la société va nous montrer. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, les parents doivent prendre conscience et savoir qu'ils ont un grand rôle à jouer dans ce sens-là et discuter avec leurs enfants, se faire aider aux besoins. Et nous sommes là, on est des spécialistes, nous sommes là pour aider. Si vous ne savez pas comment aborder tel ou tel cas avec votre enfant, il ne faut pas le refouler et venir nous voir. Mon enfant m'a demandé, qu'est-ce que je peux lui dire? Il y a des tests qui existent, il y a des pistes qui existent pour cela. De nous dire que les parents, comme je l'ai dit, doivent se ressourcer, s'informer. Et s'ils n'ont pas l'information, doivent se rapprocher des spécialistes pour avoir l'information réelle afin de mieux faire face aux problèmes d'ordre éducationnel de leur enfant. Donc, un appel général à lancer aux parents plutôt, au gouvernement et à tous ceux qui nous écoutent pour mieux faire face à ce fléau qui essaye de prendre de l'ampleur dans notre pays et partout dans le monde. Oui, merci Monsieur Augustin. Moi, je vais juste redire que l'éducation sexuelle, c'est la base.
c'est la base pour nos adolescents, pour nos jeunes. Et puis l'adolescent et jeune, c'est lui qui fera l'adulte de demain. Donc c'est déjà tôt qu'il faut commencer à former ce qu'il est. Et l'éducation sexuelle, je tiens à le redire, ce n'est pas apprendre à l'enfant à aller au sexe ou lui montrer telle ou telle chose, non. C'est lui apprendre à être respectueux de son corps, à être respectueux du corps de l'autre, à se connaître. Parce que quand tu te connais, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, à connaître les alternatives qui lui sont permises ou qui sont là pour lui, voilà, comme la contraception. On ne désire pas la sexualité tôt, mais si ça arrivait, voilà ce que tu peux faire pour éviter les grossesses. Donc, c'est mettre l'enfant sur des pistes qui lui permettra d'assurer son avenir. Et je trouve que je sais que c'est la base. Nos gouvernements doivent beaucoup travailler dans ce sens-là pour un avenir meilleur pour notre pays. Et les parents aussi, pour leur propre bien et pour le bien de leurs enfants, doivent travailler dans ce sens-là. C'est Voilà. sur cet appel de Madame Muriel que nous refermons ce nouveau numéro de notre émission L'heure de la santé. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau numéro de notre émission L'heure de la santé. Merci. Merci.